Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 12 signes du zodiaque où nous allons parler des énergies scorpions. Donc les énergies scorpions sont le deuxième signe d'automne, donc le temps d'intégration. Le scorpion est un signe d'eau en lien avec l'émotionnel. Donc on retrouve ce signe d'eau dans les poissons qui représente l'eau des océans. On retrouve aussi l'eau dans le signe des cancers qui lui représente la jonction entre les océans et la terre puisque le cancer se trouve dans le sable, et le scorpion, lui, va être un signe d'eau de terre, car on retrouve au niveau des marais, des marécages, des eaux stagnantes. Donc le symbole du scorpion nous met en rapport avec la Vierge, puisqu'on a étudié les 3 jambages qui représentent la personnalité, le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Et puis le 4e jambage qui, en Vierge, rentrait à l'intérieur de la personnalité et représentait le germe de l'âme naissant, va être en scorpion dirigé vers l'extérieur de la personnalité. Et on va voir plus en détail la symbolique de ce symbole. On a aussi en scorpion un triangle de constellation de rayon 4, avec le taureau, le scorpion et le sagittaire. Donc ce rayon 4 est le rayon d'harmonie par le conflit. Donc cela, ça va nous donner une note fondamentale pour les énergies scorpions, car le conflit va être très présent dans ce signe, où on va être en lutte, on va être en bataille quand on est au niveau de la personnalité, et on va devoir triompher de cette bataille pour pouvoir trouver l'harmonie. On va retrouver d'ailleurs ce rayon d'harmonie par le conflit au niveau hiérarchique avec la planète Mercure. Enfin, on va avoir au niveau ésotérique et au niveau exotérique la planète Mars, la planète de rayon 6, qui représente l'idéalisme et la dévotion. Donc idéalisme d'un point de vue de notre personnalité, et enfin idéalisme de l'âme. Donc pour commencer, on peut se rappeler que le scorpion suit le signe de la balance. Et en balance, nous avons étudié la cohérence de l'âme, c'est-à-dire cette vision claire de ce qui est juste à mener aujourd'hui dans notre vie afin d'être dans de plus justes relations. Et là aujourd'hui en scorpion, on va être mis à l'épreuve sur ce qui nous paraît juste. Et donc, il va se poser la question, est-ce que notre engagement tient toujours la route? Donc, dans ce signe, il va y avoir un conflit entre l'âme et la personnalité, puisque cette vision éclairée que l'on a eue pendant la balance va mettre à l'épreuve la vision étroite et étriquée de notre personnalité. Donc, les 4 mots-clés pendant ce mois scorpion vont être l'épreuve, le triomphe, la récapitulation et la réorientation. Donc au niveau personnel, la phrase clé inférieure va être « que Maya fleurisse et que la déception règne ». Donc pour étudier cette phrase, on va utiliser une expérience du scorpion qui s'intitule « Le suicide du scorpion ». Donc cette expérience, c'est de placer un animal vivant, un scorpion vivant, au centre d'un cercle de charbon ardent. Ces charbons brûlent, émettent des flammes, et donc le scorpion, lui, est au milieu, et va chercher à sortir de cet enfer, de cette prison que représente ce cercle de feu. Mais à chaque fois qu'il va avancer sur les charbons, il va se brûler, et du coup il va reculer, mais en reculant, il va de nouveau être confronté à ces charbons brûlants, et la douleur va être de plus en plus intense, et à chaque fois il va être ramené au centre du cercle, où il va s'isoler, mais il va s'isoler de façon très colérique, très furieux, et où du coup il va être pris de panique, et dans son instinct de survie, il va sortir son arme, c'est-à-dire son dard, et il va piquer à tout va, jusqu'à se piquer lui-même en transperçant sa carapace et mourir. À partir de là, on va prendre le scorpion, on va le sortir du cercle et le mettre sur du sable frais. Et là, 1 heure après, ce qu'on observe, c'est que le scorpion revit. Il ressuscite et du coup, il repart frais comme il était avant l'expérience. Donc bien sûr, on répète cette expérience plusieurs fois avec différents scorpions et on observe à chaque fois le même résultat. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir interpréter symboliquement cette expérience? Donc au niveau de la personnalité, on pourra dire que le scorpion est porteur d'un idéalisme, est porteur d'une vision personnelle qu'il va chercher à imposer dans le monde. Et là, le cercle de feu va représenter toutes les fois où il va rencontrer une opposition à sa vision. Sa vision certes étroite, étriquée, mais lui il n'en sait rien,
et du coup, il pense que c'est vraiment la vision à venir pour l'humanité. Et là, il va lutter, il va combattre en utilisant toutes ses armes possibles, c'est-à-dire que dans son instinct de survie, parce que pour lui, il n'y a pas d'autre chose que cet idéalisme-là, donc il va utiliser son dard, et son dard qui contient le poison. Le poison pour essayer de tuer l'ennemi. Et là, il va utiliser donc la critique, il va utiliser son intellect pour chercher à convaincre autrui, pour chercher à le rabaisser. Donc toutes les fois où il va utiliser un poison pour se sentir séparé d'autrui et être dans un rapport où il va chercher à dominer. Le problème, c'est que ce poison-là, il va se retourner contre lui, c'est-à-dire que devant l'inefficacité et la répétition sans cesse de cette lutte qui est sans fin, le scorpion va se donner mort en s'empoisonnant lui-même de ses propres convictions. Et donc là, on pourrait dire qu'on va prendre le scorpion, on va le ramener dans le sable, et à partir de ce moment-là, on va voir le scorpion pouvoir répéter cette même expérience. C'est-à-dire que, n'ayant pas détruit son idéal, ou alors ayant changé d'idéal, il va continuer son chemin de vie, mais de nouveau se retrouver confronté à des oppositions, à des luttes, et utiliser les mêmes armes pour pouvoir satisfaire son confort de vie imaginaire en rapport avec sa vision. Donc la deuxième interprétation que l'on peut donner de cette expérience, ça va être d'un point de vue ésotérique. C'est-à-dire qu'il va falloir que la personnalité se transforme. Donc le scorpion, toujours porteur de son idéal et toujours cherchant à lutter, va être sans cesse ramené au centre. Et là, on va essayer de comprendre qu'est-ce que va symboliser ce retour au centre. On pourrait dire que la personnalité va voir à ce moment-là que pour arriver à vaincre, pour arriver à sortir de cette lutte incessante, il faut qu'elle se ramène au centre d'elle-même et qu'elle comprenne l'origine de sa dualité à l'intérieur d'elle-même. Et là, on pourrait dire que c'est la lumière de l'âme qui vient éclairer l'idéalisme de la personnalité. Et là, du coup, l'arme du scorpion, c'est-à-dire son dard, ne va plus être porteur d'un poison destructeur, mais va être porteur d'une lumière qui va venir piquer la carapace du scorpion, qui représente justement cet idéalisme, cet enfermement qui est finalement cette vision étroite que possède la personnalité. Et donc, l'épée de l'âme vient donner mort à cet idéalisme, et du coup, on va pouvoir prendre le scorpion et le sortir de ce cercle pour le mettre dans le sable. Et là, le scorpion ressuscite, mais non pas comme dans l'expérience précédente où rien n'a changé, mais par contre, là, tout a changé. C'est-à-dire que la carapace du scorpion, de la personnalité, a été détruite, et donc du coup, le scorpion renaît avec une nouvelle vision, un nouvel état de conscience, et va pouvoir de nouveau parcourir le monde fort de cet éclairage nouveau. Donc là, on va pouvoir faire le lien entre le scorpion et le cancer, et le scorpion et le bélier. C'est-à-dire que la carapace du scorpion, c'est la même carapace que le cancer a construit quelques mois plus tôt. C'est-à-dire que l'idée touchée en bélier avait été incarnée en cancer en se construisant un habit, en se construisant une personnalité. Donc à partir du scorpion, il va devoir y avoir un effacement de la personnalité qui va devoir se mettre à genoux devant l'âme pour pouvoir laisser transparaître l'idée de l'âme à travers sa personnalité, et non pas récupérer personnellement cette idée. Donc le scorpion a le choix à ce moment-là de soit retourner en cancer pour reconstruire une carapace, soit de se rapprocher du bélier pour être en contact avec l'idée primordiale. Donc on pourrait dire qu'en scorpion, il est l'heure de mourir et de renaître d'un point de vue de l'évolution. Donc on voit bien que pour mourir, il ne suffit pas de changer de comportement, de changer ses manières de faire. On ne meurt pas en essayant de critiquer autrui, en essayant d'annihiler ses propres désirs, en essayant de manipuler autrui par la peur. Mais par contre, on va mourir en changeant d'état de conscience. Donc en donnant mort
à une vision qui est passée et en renaissant à une vision nouvelle. Donc en donnant mort à une vision personnelle et en renaissant à une vision plus globale. Donc la phrase clé du Scorpion au niveau ésotérique va être « Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille ». Donc on voit aussi que le Scorpion est un signe en lien avec la mort et la renaissance. Et on voit que ce cycle de mort et de renaissance est inclus dans le processus de vie. Et on voit bien que la mort donc n'est pas l'opposé à la vie, mais bien l'opposé à la naissance, puisque la vie est ce qui est, fondamentalement, et dans cette vie, on observe des cycles de mort et de renaissance. Donc le Scorpion va nous donner l'opportunité de différentes morts. Et ces différentes morts vont être en lien avec nos différents instincts. Donc on va retrouver là plusieurs instincts de survie qu'il va falloir dépasser, qui vont être de l'ordre de l'instinct de conservation, l'instinct sexuel, l'instinct grégaire, l'instinct de l'auto-affirmation et enfin l'instinct de la recherche. Bien que ces différents instincts nous ont permis de construire la civilisation actuelle, il faut bien reconnaître aujourd'hui qu'il faut aller au-delà. Car tous ces instincts sont basés sur l'illusion de la peur et ils sont aussi basés sur l'illusion de la séparation. Donc étudions ça en détail. Donc le premier instinct est l'instinct de conservation. Cet instinct est un instinct animal de survie et qui s'est développé chez l'humain et qui a amené le conservatisme. On retrouve ce conservatisme dans la conservation de formes, que ce soit des formes matérielles pour avoir un certain confort de vie, que ce soit des formes pensées, où on va engranger toute une mémoire intellectuelle, tout un tas de connaissances, et aussi un conservatisme des formes relationnelles. Donc cet instinct est fondamentalement basé sur la peur de mourir, et nous conduit donc à l'attachement de tout ce qui est éphémère. Mais l'illusion de la mort doit être dépassée, et plusieurs méthodes de recherche vont nous aider à dépasser cette peur de la mort. Donc là, on pense aujourd'hui aux différentes expériences de mort imminente qui témoignent de cette continuité de conscience, et aussi les recherches scientifiques qui amènent cette continuité de conscience au travers de différentes morts cliniques, où on observe finalement la conscience qui relate des faits après un état de coma. Donc il y a aussi aujourd'hui tout un tas d'expériences qui se fait sur des personnes qui vont sortir de leur corps physique pour voyager au sein de leur corps éthérique, de leur corps astral, et pouvoir témoigner de ce qu'ils ont pu percevoir dans des pièces où ils n'ont pas pu être présents physiquement. Donc là, on a bien l'instinct de conservation qui va nous conduire à l'idée d'immortalité par la recherche scientifique et l'épreuve de l'immortalité. Donc cette vision de l'immortalité libérera l'humanité de la peur et de toute illusion de finitude. Donc on peut noter que cette recherche scientifique aujourd'hui se déploie complètement d'un point de vue personnel. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes qui mettent de l'argent, et beaucoup d'argent, dans des recherches scientifiques qui vont amener l'humain à vivre de plus en plus longtemps, une centaine d'années, voire plusieurs centaines d'années, et certains même pensent indéfiniment. Et là, on voit bien qu'on est dans une recherche d'immortalité personnelle et à une forme éphémère. Ce qui est totalement différent que de penser l'immortalité en tant que conscience qui vient habiter un corps éphémère, mais qui, elle-même en tant que conscience, est immortelle. Donc le deuxième instinct de survie va être l'instinct sexuel. Donc l'instinct sexuel est aussi un instinct animal donc, qui est basé sur la reproduction et la perpétuation de l'espèce. Donc il repose sur le désir de s'unir, de fusionner. Donc au niveau humain, il se manifeste par l'amour, et donc du coup la recherche de plaisir, la recherche d'extase, la recherche de fusion avec autrui. Mais cette recherche de plaisir est fondamentalement basée sur la recherche d'union entre l'âme et la personnalité. Donc l'âme est un état d'union, un état de complétude, un état d'unité avec le tout, et plus on vivra cet état d'unité, plus on vivra cet état de complétude, moins le besoin de fusion avec un autre que soi va être recherché à l'extérieur. Car l'appétit sexuel trouve son fondement dans l'illusion de la séparation, et s'efface donc par l'identification à l'âme. Donc le troisième instinct est l'instinct grégaire ou l'instinct de groupement.
Donc cet instinct est basé sur le besoin de sécurité, le besoin d'être ensemble pour pouvoir exister au travers d'une communauté. Donc il s'exprime par le besoin de vivre en groupe, le besoin d'appartenance à une communauté, à une société, à une nation, à un groupe familial, un groupe d'amis. Donc cette conscience grégaire nous conduit à vivre en conformité dans le groupe auquel nous sommes identifiés et du coup à respecter les règles établies, à vivre dans une certaine conformité avec l'ensemble, de peur d'être rejeté ou de peur de mourir, d'être exclu du groupe. Cela va tendre aussi à une certaine uniformisation du groupe, où tout le monde va penser pareil et va vivre de la même façon. Mais en même temps, on observe un développement de l'entraide, d'une certaine fraternité entre les êtres qui se reconnaissent appartenir à un même groupe. Donc du coup, on voit bien que cet instinct grégaire nous amène petit à petit à nous reconnaître tous frères les uns les autres. Et de plus en plus, en tant que cellule familiale, en tant que cellule nationale et en tant que unité internationale quand les événements nous touchent tous communément. Donc cette naissance de la fraternité va nous amener petit à petit dans une conscience de groupe, où là, l'unité de l'humanité va être reconnue et l'ensemble des êtres vont vivre de façon fraternelle les uns avec les autres. Donc cet état de conscience de groupe est un état de conscience impersonnel où peu importe les idées propres de chaque individu, donc c'est la vision que c'est l'âme qui est une qui agit au travers de la multitude. De l'instinct grégaire, on passe à la conscience de groupe en développant l'esprit de fraternité. Donc le quatrième instinct, c'est l'instinct d'auto-affirmation de soi. Donc cet instinct donne naissance à l'individualisme dont nos sociétés sont très porteuses aujourd'hui, notamment en Occident, qui est toujours en développement dans certains pays. Donc cet individualisme, on va le retrouver au travers de tout ce qui est de l'ordre du développement personnel, du coaching, et qui permet à l'individu de pouvoir affirmer ses choix, de pouvoir affirmer qui il est, quels sont ses besoins, ce à quoi il peut dire oui, ce à quoi il va dire non, et qui nous permet d'être reconnu comme étant une personne de valeur, une personne essentielle, et de reconnaître soi-même sa propre valeur. Donc on voit que cette connaissance de soi est un travail psychologique. Donc le développement de la psychologie va être très important pour pouvoir arriver finalement à l'affirmation du soi unique, c'est-à-dire à l'affirmation de notre appartenance à l'âme qui est l'âme humanité. Donc la psychologie va nous permettre de reconnaître que tout ce que nous vivons en tant que personne, nous ne vivons pas en tant que cellules séparées, mais que chaque individu vit les mêmes états et que du coup développe cette même conscience de soi afin de se reconnaître les uns les autres comme étant des êtres évoluant, un même état de conscience, et pour rejoindre un état de conscience d'ensemble. Donc on est de plus en plus nombreux à reconnaître que ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, et vice-versa. Donc du coup, si beaucoup de personnes dans cette affirmation du soi vont apprendre à construire leurs limites en affirmant ce qui est bon pour eux, de ce qu'ils ont besoin, d'autres personnes vont être à l'inverse dans la déconstruction des limites de leur soi personnel pour arriver à finalement reconnaître qu'il n'y a qu'un seul soi, le soi de l'âme unique. Parce que tout ce que je vois dans le monde est le reflet de ce que je suis, moi, en tant qu'être essentiel. Et qu'il en est de même pour chacun. On arrive bien de l'instinct de l'auto-affirmation à la reconnaissance du soi universel par la psychologie de l'être. Donc le cinquième instinct, qui va être l'instinct de recherche ou alors l'instinct d'analyse. Donc cet instinct va être lié à toutes les études que l'on va pouvoir faire pour analyser le monde extérieur et étudier le rapport de cause à effet dans les événements. Cela va nous permettre d'étudier notre passé pour pouvoir mieux être dans le présent et pouvoir élaborer un futur en rapport avec ce que nous construisons dans le présent. Donc si cette recherche et cette analyse est basée sur notre intellect, notre intelligence, elle a aussi ses limites dans le sens où on ne va pas pouvoir élaborer des idées qui n'ont pas déjà été posées par le passé. Donc cet instinct de recherche va nous amener finalement
à être dans la recherche, à la tension vers les idées nouvelles. Et cette tension-là, c'est ce qu'on va appeler l'intuition, c'est-à-dire la perception d'idées intuitives qui préexistent à notre intellect. Et du coup, ça va être la recherche par la tension vers le mental supérieur, le mental des idées abstraites qui pourront ensuite apparaître à un niveau concret au niveau de l'intellect. Donc on va pouvoir passer de l'intellect à l'intuition en éduquant les populations, en s'éduquant soi-même. L'éducation va nous pousser à sortir de nos limites, à sortir de nos conditionnements, à sortir de nos visions limitées et par l'imagination nous pousser à entrer dans l'être que nous sommes et dans les idées qui préexistent dans notre mental, au niveau de l'âme. Donc pour conclure, le Scorpion va nous pousser à sortir de notre idéalisme personnel pour aller vers l'idéalisme de l'âme. Donc pour conclure, on va voir qu'aujourd'hui l'humanité est éprouvée pour sortir d'un système dans lequel elle se sent étriquée, enfermée. Un système relationnel construit sur ses instincts de peur et ses instincts de survie. Donc il va falloir entrer dans une vision plus globale, une vision de l'âme qui cherche à faire ancrer au sein de l'humanité un système basé sur les idées d'immortalité, l'idée d'union à l'âme, l'idée de conscience de groupe, l'idée d'affirmation d'un soi unique, et enfin l'idée d'intuition. Et pour ça, il va falloir que l'humanité développe les valeurs de l'éducation, développe les valeurs de la psychologie et développe les valeurs de la fraternité. Et mettre l'accent sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous sépare. Donc chacun d'entre nous est responsable de servir l'avenir et de servir les valeurs qui prennent racine dans le réel et non plus dans l'irréel. Donc ensemble, nous sommes invités à passer de l'épreuve au triomphe en passant par la récapitulation et la réorientation. Donc bon mois à tous, belle énergie Scorpion et au mois prochain.